distinguer 4 grandes catégories d'objets. Il faisait référence à un autre article de Michael Jackson. Alors, c'est pas le Michael Jackson que vous connaissez chanter, mais c'est un autre qui a déjà pas mal écrit dans nos domaines. Et grosso modo, si on simplifie, il y a 2 grandes catégories qui vont nous intéresser. Les catégories des entités, ce sont des choses. En fait, les entités, on va surtout les distinguer en disant bah, c'est le même objet, c'est la même variable ou c'en est une autre. Et en fait, d'un point de vue identité, on ne va pas plus loin que ça. Si vous êtes un peu habitué aux bases de données, une entité, ça sera quelque chose qui va avoir une clé primaire. Si on a une clé primaire qui permet d'identifier quelque chose, nous sommes en train de manipuler une entité. La value, en fait, c'est séquence d'octets, de bits, peu importe, et son contenu peut être interprété. Son contenu va être interprété, va avoir une valeur, et cette valeur va être interprétée, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et en fait, la notion d'identité, on s'en fout royalement. C'est pas quelque chose qui est important dans le monde des valeurs. Alors, je vous ai parlé que parler de sémantique d'entité de valeur, c'était une spécialité assez francophone. Ailleurs, à l'international, on va entendre parler de value semantics et de reference semantics. L'un dans l'autre, on est un petit peu sur des problématiques qui sont assez proches, en tout cas sur des conclusions qui sont assez proches. Ceci dit, quand on va lire des discussions, des articles ou n'importe quoi de gens qui vont parler de value semantics ou de référence sémantique, on a l'impression que ce qui les intéresse essentiellement, c'est pas tant le sens qu'on va donner aux objets, mais c'est plutôt le comment on va les manipuler. Une valeur, on va manipuler des objets comme on va manipuler des valeurs, comme on va manipuler des entiers. On va manipuler des objets via des pointeurs et des références, ou des références, on va parler de de référence semantics. Et à partir de là, ça a dérivé, on a pu entendre parler de move semantics, pareil, parce que on introduisait une nouvelle syntaxe pour manipuler les choses. C'est là où en fait on a un petit schisme, j'ai envie de dire, avec nos amis internationaux, c'est que on s'intéresse à ces notions de syntaxe, de sens qu'on va donner aux choses. Alors juste pour montrer ces notions d'entité, égalité et ainsi de suite, ce n'est pas propre au C++. On va le retrouver notamment dans des articles d'Angelica Langer et Klaus Kreft. Alors ces 2 personnes, accessoirement, ils ont écrit probablement la meilleure documentation de la bibliothèque standard que je puisse connaître. Alors c'est très vieux, aujourd'hui on va plus trop entendre parler, mais d'un point de vue tutoriel pour apprendre les détails un peu obscurs que personne ne connaît sur les streams, ils sont en très très bon point de départ. Bref, pour la petite parenthèse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que ces notions de différence entre les notions d'identité ou d'égalité, c'est un petit peu le truc qui est au cœur de tout pour distinguer des valeurs ou distinguer des entités. En fait, on ne s'intéresse pas tant à la syntaxe, on s'intéresse vraiment, lorsqu'on considère les catégories de type, on s'intéresse au sens qu'on va donner derrière nos objets, et en général, c'est le sens autour de la comparaison. Et là, ensuite, on retombe indirectement sur les travaux de Stepanov autour des notions de régular, semi-régular, qu'on va retrouver aussi dans l'Element of Programming, et ça a tiré clairement dans C++20 avec les 2 concepts qui sont régular et semi-régular. Alors, semi-régular, d'un point de vue syntaxique, c'est juste quelque chose qui peut être copié, déplacé, on peut le construire par défaut, on peut le swapper. Par contre, régular, le concept, c'est la même chose, mais on va rajouter la notion de comparaison, par égalité. Et quand on va parler de value semantics, pour certaines personnes, notamment pour John Lacoste, ce qui va nous intéresser, c'est pas uniquement la syntaxe, c'est pas uniquement de dire je suis capable de copier, de dupliquer, et ainsi de suite, mais de se dire qu'en fait, la valeur, derrière, elle porte quelque chose. Il n'y a pas que de la syntaxe, il y a bien plus que de la syntaxe. Alors, si vous regardez la présentation de John Lacoste au CPPCon, alors déjà, c'est 2 heures de visionnage qui sont très intéressants. Ce qui est assez intéressant dans sa façon d'appréhender la valeur, c'est que l'on écrive, qu'on ait un tableau qui contienne le caractère 5, ou la valeur 5, ou la séquence CINQ, ou la séquence FIVE, mais quelque part on est en train de modéliser la même valeur éthérée, pour reprendre un peu ces termes, qui est la valeur 5. Alors, d'un point de vue C++, on peut trouver ça très bizarre de comparer le nombre 5 à la chaîne de caractères 5.
Pourtant, c'est pas totalement déconnant parce que quand on va commencer à dialoguer avec d'autres systèmes qui sont ailleurs, peut-être qu'on va dialoguer via des chaînes de caractères, peut-être qu'on va dialoguer avec des représentations binaires qui ne sont pas exactement identiques, mais qui dans l'absolu vont représenter la même chose. Ce qui veut dire que si le programme C++ récupère une information qui correspond à un 5, va le stocker dans une base de données et que derrière on a un autre programme en Java qui va le décoder, les représentations internes ne sont pas forcément les mêmes, mais par contre, d'un point de vue technique, nous sommes en train de manipuler la même valeur. Et vraiment, le truc qui est central autour de cette notion de valeur, c'est qu'on est capable de comparer ces valeurs, de se dire, OK, nous sommes en train de manipuler la même information. Et on retrouve en fait les propriétés qui définissent les types à sémantique de valeur pour l'ECOS. D'une certaine façon, on retrouve la notion de regular type de Stepanov, à quelques subtiles différences près sur lesquelles qu'aborde Lacoste et qui sont, je ne peux que vous conseiller, comme je vous dis, cette présentation. On ne va pas forcément avoir le temps de rentrer dans les détails. Tout ça pour dire, quel est l'intérêt d'avoir ces deux séparaisons, d'avoir ces catégories de types, qu'on appelle ça des sémantiques ou pas? L'intérêt, c'est qu'in fine, alors ça correspond à lui qui en a parlé dans la CPPP de 2019. Ma vision de tout ça, c'est que grâce à ces catégories types, on va avoir des heuristiques simples qui permettent d'identifier, ok, bah, ce type appartient à telle ou telle catégorie. Mais à partir de la catégorie que nous allons associer à un type, on a des recettes de cuisine qui sont toutes faites. Et la recette de cuisine, en fait, on n'a plus de questions à se poser. Mon type, c'est une entité, ok, bah, très bien. Mon type n'a pas à être copiable. Aucun objet de cette catégorie n'a besoin d'être copié. Donc, on ne va pas perdre de temps à écrire une copie pour ce type. Si par contre c'est copiable, ben on va voir s'il y a besoin ou pas d'implémenter la copie en fonction des attributs du type. Si on commence à avoir des capsules, enfin si notre type encapsule des ressources à la copie non triviale, ben ça veut dire qu'on va devoir prendre la main sur l'implémentation de la copie. Alors, on va retrouver toutes les règles de la forme canonique orthodoxe de Copienne, qui en version simplifiée correspond à la Big Rule of Three, la grande règle de 3. Grosso modo, la différence entre les deux, en simplifiant, c'est que la forme canonique orthodoxe de Copienne, c'est la règle de 3 en disant en plus, bah, si on a besoin de définir une des une des opérations parmi constructeurs de copie, opérateurs d'affectation ou destructeurs, on a aussi besoin de définir le constructeur par défaut. C'est ce que rajoute la forme canonique orthodoxe de Copienne. Règle de 3, après les gens se sont rendus compte, donc la règle de 3 est assez vieille, après, on a fini par comprendre un peu l'exception safety, on a compris le RA2I, et à partir de là, on a compris que le destructeur n'a pas besoin de l'écrire, ça devient la règle de 2. Arrive la sémantique de mouvement, et cette règle commence à devenir règle de 0 ou de 5. Entre-temps, je suis tombé, Arne Mertz, alors je suis désolé, je pense que j'écorche son nom, a écrit un article assez intéressant sur une autre façon de présenter la règle de 0, mais on est un peu dans le même esprit. L'idée, c'est d'avoir une règle de tout ou rien. Alors, les différences sont subtiles. Personnellement, quand je parle de règle de 0 ou 5 aujourd'hui, j'ai tendance plus ou moins à parler de cette règle du tout ou rien. L'idée, c'est que si on doit définir une des 5 opérations parmi destructeurs, les 2 constructeurs copie ou déplacement et les 2 opérateurs d'affectation, que ce soit par copie ou par déplacement, soit on doit spécifier comment sont foutus les 5, soit on n'en met aucun et on laisse le compilateur tout gérer automatiquement. Et quand je parle de spécifier, bah, ça veut dire que soit on fait une définition avec un égal default, soit avec égal delete, ou soit on donne un véritable corps. Chose qui n'était pas véritablement abordée par les règles précédentes, que ce soit 3, 2 ou la forme canonique de Copienne. On n'abordait pas le fait que parfois, ce qu'il faut faire, c'est interdire. Donc voilà. Règles sémantique de valeur ou classe valeur, on va vouloir les copier et donc on va être dans un monde où on autorise cette copie. Par contre, entité, par défaut, on ne cherche pas à comprendre, on interdit. L'intérêt, qu'est-ce qu'on gagne de tout ça? C'est qu'on va éviter des bugs. J'y reviens un petit peu plus tard sur ce sujet. Mais il y a aussi des problématiques conceptuelles. C'est-à-dire que potentiellement, on peut perdre du temps à développer des choses dont on n'a jamais besoin. Personnellement, je me suis cramé là-dessus à mes tout débuts, il y a plus d'une vingtaine d'années. J'ai appliqué bêtement le truc qui me disait que j'avais lu quelque part. Ah bah tiens, je définis une nouvelle classe, donc il faut tout définir, le constructeur par défaut, le destructeur, l'opérateur d'affectation et le constructeur de copie. Je les ai définis et j'ai donc passé 3 mois à définir ces
opération sur une classe qui était en fait une sorte de réseau de neurones totalement connecté où chaque neurone en fait avait des pointeurs vers les neurones voisins. J'ai réussi à le stabiliser, ça a marché. Je pense qu'aujourd'hui je passerai moins de temps, ça y a pas de souci. Mais est-ce que je m'en suis servi derrière? Je ne m'en suis jamais servi. Je n'ai jamais eu besoin de dupliquer mes réseaux de neurones parce que ça n'avait pas de sens de dupliquer mes réseaux de neurones. J'avais appliqué bêtement une règle qui n'avait pas de sens sur la catégorie de type que je manipulais et du coup j'ai perdu du temps. Alors, de là, moi j'en arrive à avoir un petit modèle simplifié, sachant que c'est un modèle, c'est une simplification, on ne couvre absolument pas tout à ce niveau-là. Donc, point de vue, quand je suis en train de définir un nouveau type, je me pose la question, est-ce que c'est un agrégat? Pour moi, l'agrégat, ça va être quelque chose qui n'a pas d'invariant. Si ça n'a pas d'invariant, ça va être une collection d'attributs, et en fonction de ces attributs, ça va déterminer si oui ou non il y a une notion d'entité, si oui ou non mon machin il est copiable, déplaçable, comparable. C'est un peu mes attributs qui vont me déterminer ceci, mais je ne me pose pas plus de questions que ça. C'est un pack d'attributs foutus ensemble, j'ai un agrégat, il n'y a pas d'invariant, je ne me pose pas de questions. Mes classes valeurs, si je reconnais que ma classe est une valeur, je sais qu'elle n'a pas de notion d'entité. Par contre, elle va être... Non, si je ne vais pas planter en cochant mes trucs. Non, c'est les signes qui se sont inversés. L'entité, donc la valeur n'a pas de notion d'identité. Par contre, la valeur va devoir être copiable, éventuellement déplaçable ou au pire, juste copiée. Est-ce que c'est comparable ou pas? Ça dépend si je vais jusqu'au point de dire que c'est un objet qui est régulier. Typiquement, je la manipule par valeur. Des sous-catégories types, c'est tous les objets mathématiques. Les entités, c'est un petit peu pareil. Je suis toujours avec un invariant. Cette fois-ci, j'ai une notion d'identité. Par contre, c'est pas copiable, c'est pas déplaçable. Je ne cherche pas à perdre du temps à les définir. Par défaut, je les interdis ou j'ai réduit une classe qui ne supporte pas ces informations. Est-ce que c'est comparable? Presque. Ça va être comparable par morceau parce qu'une entité va être certainement composée d'autres entités qui vont, à un moment donné, finir par être des valeurs. Et on va pouvoir potentiellement comparer un ensemble de valeurs qui composent notre entité, mais on ne va pas forcément comparer les entités. On ne va pas comparer si Bob et John sont deux personnes égales, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils sont égaux parce qu'ils ont la même couleur de cheveux, est-ce que parce qu'ils habitent au même endroit, parce qu'ils ont des dents qui sont aussi belles les unes que l'un comme l'autre? Ça n'a pas de sens de comparer les personnes dans leur intégrité, mais par contre, intégralité, par contre, on peut les comparer dans des sous-ensembles. On peut comparer leur poids, on peut comparer leur âge, on peut comparer ce genre d'éléments. Rapidement, toujours dans mon modèle simplifié, il n'y a pas que des entités, des valeurs, même si ça représente beaucoup de cas. On peut aussi considérer les capsules R2I, qui ont aussi l'invariant, qui sont autour de la gestion de la ressource. Il n'y a pas vraiment de notion d'identité. En fait, on s'en fout de la notion d'identité autour de ça. La capsule R2I va pouvoir être déplaçable. Par contre, c'est probablement pas copiable. Et certainement pas comparable. On la manipule généralement par valeur. Et il y a plein de classes hybrides également qui vont ou pas avoir une notion d'identité, généralement qui vont pas être copiables, mais ça peut arriver, c'est le cas des exceptions, c'est un truc un petit peu hybride entre tout cela, et ils existent, mais ce ne sont pas forcément les trucs les majoritaires, on va dire. Bref. Je vous ai parlé qu'on peut atteindre des bugs, enfin qu'on peut avoir des bugs en ne se méfiant pas par rapport à tout ceci. Donc le truc technique qui est connu dans le monde du C++, c'est la notion de slicing. Donc le slicing, c'est quoi? Si j'ai un objet, il y a un certain nombre d'attributs. Je vais dériver cet objet dans un objet enfant. Alors, je ne sais pas si vous voyez le curseur de la souris quand je le déplace, j'ai peur que non, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance. Il fallait pas que je zoome, que je clique. Désolé. On voit bien ton curseur, hein, Luc. On voit le curseur, ok, mais il ne faut pas que je Ouais. clique. Ok, ça je vais le retirer. Du coup, Ok. pendant que tu es en train de dézoomer, il y a quelqu'un qui demandait, en fait, qu'est-ce que tu appelles des invariants? Qu'est-ce que j'appelle les invariants? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails tout à l'heure. Les invariants sont des propriétés que va avoir un objet, c'est des garanties que j'ai du début jusqu'à la fin de la vie de l'objet. À partir du moment où l'objet est créé, j'ai un invariant.
Le premier invariant auquel on pense jamais, de mon point de vue, le plus intéressant, c'est mon objet est utilisable. L'objet existe, je peux m'en servir, je n'ai pas de questions à me poser. Alors, je ne sais pas si la personne connaît les types string ou les types vector du C++. Ces objets, ils ont la partie principale qui est un petit peu l'interface visible qui permet de savoir bah, quelle est la taille, l'accès aux éléments de ma chaîne et ainsi de suite. Mais derrière, j'ai de l'information. Derrière, j'ai de l'information qui va certainement être, j'ai fait une allocation mémoire quelque part. Cette allocation mémoire, j'ai une allocation mémoire de, par exemple, 50 éléments. Ça correspond à la capacité de mon vecteur ou de ma chaîne de caractères. Bah déjà, j'ai un premier invariant qui est de dire que la capacité de mon vecteur ou de ma chaîne de caractères correspond un petit peu à ce que j'ai alloué. C'est le nombre d'éléments que je suis capable de stocker. J'ai un autre invariant qui est de dire le nombre d'éléments qui est stocké à un instant donné, c'est la taille, et cette taille est toujours inférieure ou égale à la capacité. Je sais également que je suis le seul objet qui a une visibilité qui est responsable de la mémoire qui est allouée. À aucun moment, j'ai deux chaînes de caractères ou j'ai deux vecteurs qui pointent vers la même zone mémoire. Ce sont des invariants, ce sont des garanties que j'ai toujours, et à partir de ces garanties, je me simplifie la vie. Je n'ai pas de questions à me poser sur comment est-ce que je vais ensuite, qu'est-ce qui va se passer s'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de taper dans ma chaîne de caractères. Ce n'est pas possible. J'ai un invariant que je vais essayer d'assurer de manière forte par code pour être sûr que je n'ai personne qui va aller faire des bêtises. Quand je parle des invariants, en fait, on en revient un petit peu à la notion d'encapsulation. Alors, je fais une grosse parenthèse. Quand je donne des formations que je présente l'encapsulation, j'en reviens sur le chat que j'avais jusqu'à présent, et mon chat s'étant drogué. C'est-à-dire que le chat, dès qu'il sentait certains produits, bah, allait les sniffer. Bah, typiquement, je laisse traîner un pain de savon de Marseille, le chat allait lécher le savon de Marseille. Bah, du coup, le savon de Marseille qui est stocké dans la buanderie, bah, je fais en sorte que la porte de ma buanderie soit toujours fermée. C'est l'invariant chez moi. La problématique qu'il peut y avoir derrière, c'est ok, bon, bah, très bien, il y a mon voisin qui a un souci de machine à laver, il vient sonner, hey, est-ce que tu pourrais pas, j'en soucie là, est-ce que tu pourrais pas m'aider, j'ai plein de linge à laver et ma machine vient de me lâcher. Ok, pas de souci, tiens, écoute, je te connais, je te fais confiance, voici les clés de chez moi. La machine à laver est dans la buanderie, surtout tu fais attention, il faut bien fermer la porte parce que à tout moment, le chat, si jamais il rentre, il risque de s'intoxiquer avec des produits qui sont dans la buanderie. Ah ok, pas de souci, je ferai attention. Bon, bah, très bien, premier jour, tout se passe bien, il vient laver son linge, il pense bien à fermer la porte, tout s'est bien passé, il n'y a aucun souci. Le lendemain, il revient, il avait une note de lessive à faire, une lessive de laine. Et là, pendant qu'il était en train de charger la machine, il y a un coup de fil de l'école, il y a son gosse qui est malade, il faut absolument qu'il vienne le chercher, il part en catastrophe. C'est une situation qui est totalement exceptionnelle, qui n'était pas prévue. Il part en catastrophe et il part en laissant la porte de la buanderie ouverte. Du coup, moi, quand je rentre, qu'est-ce que je vois? Je vois un chat qui est allé se faire un rail de savon de Marseille, je suis obligé de l'amener chez le veto. L'invariant qui était chez moi, c'était la porte de rester fermée en permanence. Comment est-ce que j'assure mes invariants? C'est avec ces notions d'encapsulation. Je mets des capsules protectrices qui fait que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi chez moi. Donc c'était une petite parenthèse. Ce sont toutes des notions qui se recoupent en fait. Parce que quand on commence à parler d'un élément, on va finir par parler un peu de tout le reste. On retrouve un petit peu la notion d'un peu tout ça. Ce n'était pas forcément le sujet. J'espère que ma parenthèse répond aux questions. Donc bref, le sizing. Le sizing, j'ai deux objets, une base et un objet enfant. Chacun va rajouter une couche supplémentaire. Je crée mes deux objets de type enfant, C1 et C2 qui sont initialisés à 1,2 et 10,42, pas de souci. Si jamais je crée un objet de type base à partir d'un objet enfant en faisant un égal, je crée un nouvel objet, mais en fait je vais tronçonner ce qui dépasse, c'est-à-dire que tout ce qui n'appartient pas à la base et qui se trouve dans l'objet enfant est totalement ignoré, ce qui fait que dans la base je ne vais garder uniquement que le i. Donc ma base, sa valeur à partir du C1 qui vaut 1 et 2, je ne garde que le 1. Le 2 a été dégagé, il est à l'extérieur. Ça c'est le tronçonnage classique, ça peut être maîtrisé, ça peut aller. On peut aussi s'en mêler les pinceaux avec ceci. Parce que si ma base, enfin si mon objet C2, je le vois à partir comme étant un objet de type base, B c'est exactement mon C2, mais par contre le type statique localement, c'est-à-dire le type qui est vu par le compilateur, à ce moment-là pour B c'est un type base, ce n'est pas un type
enfant. Qui fait que quand je commence à affecter dans B mon C1, je ne suis pas en train de faire une affectation qui va stocker dans un objet enfant un autre objet enfant, je suis en train de faire une affectation qui stocke dans un objet base un objet enfant. Résultat, je tronçonne ce qui dépasse de l'objet C1, et dans B, je ne stocke que la partie qui est commune avec la base, c'est-à-dire que de C1, je ne prends que le 1, que je vais stocker dans le premier élément de B. Et ce qui fait que mon B, au lieu de valoir C2, il va valoir 1 et 42. Donc c'est un hybride entre le C1 et le C2. Peut-être que c'est ce qu'on voulait faire. Ah mince. Alors là, normalement, il y a un petit texte que je ne vois pas apparaître. J'espère que je les verrai pour les prochains. Bref, ce scénario, en général, on ne va pas le faire comme ça parce que c'est un scénario qui est trop simple pour qu'on fasse ce genre d'erreur. En général, ça va nous rattraper à notre insu parce qu'à un moment donné, on a tapé du code en mode feignasse et on a pris des objets par valeur. On ne les a pas pris par référence ou par référence constante. Ce qui fait que quand on va passer un objet de type enfant, ce qu'on reçoit dans la fonction, c'est un objet du type parent. Et donc, on a tronçonné tout ce qui était à l'extérieur, toute la spécificité de l'enfant est perdue. Le slicing, ça ne s'arrête pas uniquement au tronçonnage de ce qui se dépasse. Ça peut également concerner le polymorphisme. C'est-à-dire que si mon objet base, cette fois-ci, a un comportement qui est polymorphique autour d'une fonction f, que mon objet enfant spécialise cette fonction f pour lui donner un nouveau résultat. Si maintenant j'ai une fonction qui va recevoir les objets qui dérivent de base ou n'importe quel objet qui est créable à partir, enfin qui permet de créer une base, on va dire, parce que les conversions vont marcher aussi, et que j'appelle la fonction f au niveau de base, même si à un moment donné ici j'ai un enfant, et qu'à cette fonction je lui passe cet enfant, en fait, techniquement ce n'est pas l'enfant qui est passé, mais c'est un objet qui est créé à la volée, qui est de type base, et qui tronçonne toutes les spécificités de l'enfant. Donc ce qu'on reçoit, c'est en base, ce n'est plus un enfant. Donc le polymorphisme à ce niveau-là ne va plus s'appliquer, ce n'est pas la fonction de l'objet child qui va être appelée, c'est la fonction de l'objet base. Et du coup, le résultat qui va être affiché, ça va être 43, c'est-à-dire le 42 plus 1, et non pas 85 qui était le 42 fois 2 plus 1. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Là est toute la question. Peut-être que c'est normal, peut-être que c'est vraiment ce qu'on voulait faire, mais quand on va retrouver ce code qu'on n'a pas forcément écrit, est-ce qu'on va être sûr que notre prédécesseur qui a écrit ce machin avait vraiment voulu écrire ça? Est-ce qu'on va être sûr que ce n'est pas un bug? Ça, ça peut être un très très gros souci, parce qu'on va tomber sur du code et en fait on va avoir strictement aucune confiance en ce code. On dit ok, ça a l'air de marcher, personne n'a levé de bug autour de ça, on va continuer à prier que tout marche bien, et que ça continue à marcher à l'avenir. Donc ceci, ce sont un petit peu les deux problématiques, enfin la problématique technique la plus connue qui fait que non, on va dire, les entités, il ne faut surtout pas permettre de les copier. C'est pour ça qu'on va retrouver dans les C++ Core Guidelines, donc c'est une initiative en ligne de constituer un référentiel de règles qualité autour du C++, je simplifie, fait par des experts et non plus par des qualiticiens. La nuance est importante et intéressante. Grosso modo, ils disent, ok, bon, ben, la règle C67, une classe polymorphique ne doit surtout pas pouvoir être copiée et il faut supprimer la copie dans ces cas-là. Accessoirement, le truc intéressant, c'est que ClankTidy implémente un certain nombre de ces règles, et notamment si jamais le code précédent, je le passe à ClankTidy, il va être capable de dire, ah ben tiens, non seulement ici j'ai du slicing, je perds des trucs qui dépassent, mais également je suis en train de perdre la virtualité à cause de ce fameux slicing. Donc, faut pas hésiter à utiliser ces outils, et d'un point de vue technique, déjà en C++, on dit, un objet qui est polymorphe, on ne veut pas permettre de le copier. Tout ceci, c'était, je dirais, le sujet technique, classique, qui est connu. Mais il y a des raisons qui sont conceptuelles, des raisons qui ne concernent pas que le C++, des raisons qu'on va retrouver également dans le monde objet. C'est ceci, en fait, le sujet dont je veux vous parler ce soir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un détour très 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 rapide par la programmation par contrat, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. La programmation par contrat, en fait, ça s'inscrit dans la question générale de c'est quoi une erreur de programmation?
Alors, les erreurs de programmation, on va les retrouver dans des calculs. On peut tomber sur une fonction de sinus qui renvoie une valeur qui est supérieure à 1. Il y a clairement une erreur de programmation dans l'implémentation de la fonction sinus. Ne me dites pas que c'est pas possible. Il existe une implémentation qui a fait ça. J'ai des collègues qui avaient été embêtés sur un supercalculateur. Bref, erreur de programmation pas du tout anodine, c'est des mélanges entre des pieds et des maîtres. Les développeurs n'ont pas fait gaffe qu'il y avait des spécifications différentes entre deux composants, et il y en a un qui travaille avec des pieds, l'autre qui travaille avec des maîtres. Nous n'avons jamais perdu aucune sonde avec ce genre de problématique. Non, 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 ça n'est jamais arrivé. Il y a des erreurs plus classiques, je pense qu'on connaît tous en utilisant C ou C++. Est-ce que le pointeur que je manipule, il est bien pas nul avant de le déréférencer? Est-ce que l'indice que je manipule, il est bien dans les bornes? Des erreurs dans les suppositions, des erreurs qui sont beaucoup plus classiques. Les questions qu'on va se poser, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces erreurs de programmation? En général, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on ne fait rien, on ne cherche pas à la détecter, parce que ça pourrait tirer plein de questions derrière, on ne veut pas se poser ces questions. Et surtout, on n'a pas le temps de se poser ces questions. Monde joyeux du C et du C++, en général, on va avoir un programme qui va cracher plus loin, souvent sans contexte, parce qu'il a continué à exécuter des choses, voire les règles de transformation du code source vont faire que le code assemblé en fait ne correspond pas exactement au code que nous avons spécifié. Et du coup, on va planter ailleurs avec un contexte qui ne correspond absolument pas à la véritable erreur de programmation que nous avons réalisée. C'est très compliqué à investiguer. Ça encore, c'est sympa. Un programme qui plante, on sait qu'il est buggé. Le pire qu'on puisse avoir, c'est un programme qui ne plante pas et qui donne des résultats aberrants. Parce que potentiellement, ça veut dire que ces erreurs ne seront peut-être jamais détectées. Et que du coup, on continue à fournir des résultats, à émettre des hypothèses, à faire des choses scientifiques ou traiter peut-être des comptes en banque avec des résultats qui sont totalement incorrects. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'une erreur de programmation, il n'y a jamais eu de plantage pour nous dire pop, 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 ce machin-là, il n'est pas bon. Autre possibilité, on peut la détecter pour lancer une exception. On est prévenu que quelque chose ne va pas, on ne plantera jamais, que ce soit en production, ni que ce soit dans les phases de développement et de test. Mais par contre, si l'exception, on ne l'attrape pas, je dirais, au niveau du débugger, pour la tracer à ce moment-là, on a potentiellement une perte de contexte pour investigation par l'équipe de dev. Au mieux, on va avoir des logs et il faut espérer d'être capable de reproduire le comportement. L'autre possibilité, c'est qu'on va essayer de la détecter pour mettre une assertion à ce niveau-là. Les assertions, on sera prévenu en phase de développement et de test que quelque chose ne va pas. On va disposer du contexte exact du souci au moment où il est détecté. Par contre, en général, quand on a des assertions, ça veut dire qu'on retourne dans le cas tout va bien en phase de production. C'est-à-dire que le code que nous avons livré ne fait aucune vérification quand on utilise des assertions. En production, le code que nous avons livré au client. Donc c'est comme si en fait nous n'avions jamais fait de vérification. Alors on peut, si on le veut, doubler les assertions par des exceptions. Si le projet exige de la programmation défensive, parce que potentiellement c'est un sujet, c'est un code qui va tourner sur des logiciels qui sont critiques, où des vies humaines peuvent être en jeu, peut-être que dans ces cas-là, on ne peut pas se permettre d'avoir uniquement une assertion qui va planter le code. Peut-être qu'on veut plus. Autre possibilité pour les erreurs de programmation, on peut aussi attendre le C++ 23 si tout va bien. On a failli avoir une gestion standard de la programmation par contrat dans le C++ 20. Il y a eu un vent de panique au dernier moment, ça a été retiré du standard et ils y travaillent, espérons, pour le C++ 23. Qu'est-ce qu'on a comme outil? On va avoir des invariants statiques, donc on en revient à cette notion d'invariant. Un objet qui va être initialisé en appelant 15 setters, ça veut dire que l'objet, tant qu'on n'a pas appelé les 15 setters, il ne sera pas initialisé, il ne faudrait surtout pas qu'on s'en serve. Si jamais un jour on rajoute un nouvel attribut, il faut encore appeler un 16e setter dessus et qu'on oublie de propager l'appel partout, on peut avoir des objets qui sont partiellement initialisés et on peut avoir d'énormes soucis. Donc en général, les invariants, ça commence avec le constructeur. Nous sommes sortis du constructeur, on a un objet qu'on est capable d'utiliser. C'est une différence, c'est vraiment un point qui est central de la conception objet. C'est-à-dire que notre objet a des invariants, l'invariant est positionné à partir de la construction et il est maintenu par rapport, c'est l'encapsulation qui va faire qu'on continue à maintenir cet invariant.
On a d'autres outils, on peut avoir du typage renforcé. Si vous avez croisé Boost Unit, c'est quelque chose qui va dire qu'on n'a pas le droit de mélanger, par exemple, des mètres avec des secondes. On ne peut pas les additionner. On peut les diffuser, ça nous donne une nouvelle unité qui va correspondre à une vitesse, mais on ne peut pas les additionner. Donc on va avoir un typage renforcé, on va avoir des strong types ou des types opaques avec la définition DADA. Pas forcément la définition que vous verrez tout à l'heure, je ne sais pas. On peut avoir des insertions statiques, on a un certain nombre d'outils qui peuvent essayer d'analyser le code et s'en sortir plus ou moins bien. On peut avoir des tests unitaires, des insertions, on peut formaliser les contrats, et c'est un petit peu le sujet de la programmation par contrat, ou à l'anglaise, du design by contract. Alors, programmation par contrat. Qu'on le veuille ou non, les contrats sont partout. Toute fonction va avoir un contrat. Si je prends un cas tout simple, une fonction sinus par exemple, cette fonction sinus, bon, ben, très bien, on va prendre un nombre réel, un nombre flottant, double précision. Je n'ai pas plus de contraintes que ça sur mon nombre à ce niveau-là. Il exprime un angle qui est en radian, et le résultat de cette fonction, en fait, c'est l'ordonnée du point P, son ordonnée ici, sur cet axe des Y, c'est l'ordonnée de ce point. C'est le résultat du sinus, ou si vous préférez, c'est cette longueur qui est là, sur le cercle unitaire. Donc là, j'ai le 0, là j'ai un 1, là j'ai encore un 1, c'est le cercle unitaire. C'est le résultat du sinus. C'est la post-condition de la fonction sinus. Incidemment, on voit bien, tel que les choses sont foutues, le résultat du sinus sera toujours compris entre moins 1 et 1. Fonction simple, elle a un contrat. Alors à partir de là, en fait, on peut, au niveau des contrats, il y a 3 grands contrats qui reviennent. Nous avons les préconditions. Préconditions, ce sont des conditions que doit remplir l'appelant d'une fonction pour que la fonction ait une chance de bien se dérouler. Si on n'a pas respecté la précondition, la fonction elle a le droit de planter comme elle le désire. Respecter les conditions d'appel, c'est l'appelant qui doit respecter. Si l'appelant ne respecte pas, l'appelé fait ce qu'il veut. Je vais à la boulangerie, je veux m'acheter un croissant. J'arrive avec des billets de Monopoly, je demande un croissant à la personne derrière la caisse. Bah, peut-être que je vais repartir avec un pain. Pas forcément un pain à base de gluten, mais la personne fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée de respecter le contrat, 1 €, un croissant. Parce que nous n'avons pas respecté le contrat en tant que client du service de la boulangerie, donc la boulangerie n'a pas à respecter le service. Donc ça peut nous voler dans les plumes. Avec un peu de chance, on a moins d'une dizaine d'années, on a un joli sourire, on a plein de mots gentils, bonjour monsieur, bonjour madame, avec un grand sourire. Peut-être ému devant tant de candeur, peut-être qu'on va vraiment repartir avec un croissant, peut-être même deux, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Mais l'important, c'est de respecter le contrat. Si on ne respecte pas le contrat, on ne sait pas ce qui va se passer. La post-condition, c'est le résultat. C'est le résultat de l'appelé, c'est-à-dire que la post-condition précédemment, c'est que je reparte avec un croissant. C'est les conditions qui sont vérifiées par l'appelé à la sortie de la fonction. Le responsable de la post-condition, c'est l'appelé. C'est l'appelé qui va, oui ou non, va nous respecter son contrat de sortie. Et après, on a les invariants, c'est un ensemble de propriétés qui sont connues au niveau d'une classe ou même sur des blocs de code. On sait que sur ce bloc de code, sur les objets, d'un moment à un autre de l'exécution du programme, on sait que cette propriété est toujours vraie, c'est un invariant. Et à partir d'une propriété qui est toujours vraie, on peut se simplifier énormément l'écriture de nos codes en suivant. Donc, programmation par contrat ou design by contract, c'est avant tout des garanties. Si on respecte, bah, tout va bien et c'est tout, tout va bien se passer. On aura un comportement prévisible et valide. Par contre, si on ne respecte pas le contrat, tout peut arriver. On est pratiquement dans le pays des undefined behavior. Je n'ai pas respecté que le fait que mon pointeur, peut-être qu'il est nul, je cherche à le déréférencer, ben on ne sait pas trop ce qui va se passer. On peut avoir des sales plantages, ou peut-être qu'on va avoir des résultats aberrants si ce n'est pas un cas de pointeur déréférencé, n'importe comment. Alors, les préconditions, grosso modo, enfin moi je rapproche ça des domaines de définition en mathématiques. J'ai la fonction racine carrée, je lui fournis un nombre qui est positif, je suis sûr d'avoir un nombre en sortie. Le respect des préconditions, donc, c'est avant l'appel, c'est à l'appelant de les respecter,
Et si l'appelant a respecté les préconditions, on va produire les résultats attendus, c'est-à-dire des post-conditions qui sont correctes. En général, pour les préconditions, l'outil qu'on aime bien utiliser, c'est les assertions. On est en mode fail fast. Comme ça, dans les phases de test, si jamais on n'a pas respecté les préconditions d'une fonction, on va être averti de suite. Attention, il y a un bug, l'appelant, il est buggé. L'appelé ne pourra jamais respecter son contrat. La post-condition, donc, c'est les garanties sur résultat. Si les préconditions ont été remplies et que nous n'avons pas d'erreur de runtime, que je n'ai pas de problème, par exemple, peut-être que je n'avais plus de gluten pour produire de farine pour produire mes croissants, peut-être que je n'avais plus de beurre. Quand on va débarquer pour demander un croissant, on va avoir une exception qui nous dit: je suis désolé, je ne peux pas remplir le service parce que je n'ai pas de croissant en vente aujourd'hui, tout a été écoulé. Si la fonction sait qu'elle ne peut pas remplir ses post-conditions, alors elle doit échouer. Peu importe si les préconditions étaient là ou pas. Ce n'est pas un plantage, c'est juste une détection. Je ne suis pas capable de remplir mon contrat, donc je vais échouer. On ne cherche pas à détecter des erreurs de programmation, mais de contexte. Le responsable de la validité des post-conditions, c'est l'appelé. Ça correspond au service qui donne en sortie. Si je vais à la boulangerie, que je lui demande un croissant et que je retourne avec un clafoutis, c'est la boulangerie qui s'est plantée quelque part. Ce n'est pas ma faute. En général, je ne vais pas rentrer dans les détails, les post-conditions, les assertions ne sont pas le bon outil pour les vérifier, c'est plutôt les tests unitaires. Si je prends quelques exemples de post-conditions, je veux trier un vecteur. Ça m'envoie un nouveau vecteur. Grosso modo, on peut supposer que la post-condition naïve, c'est-à-dire que pour tous les index i inférieur à j, le résultat de ma fonction va être trié. C'est-à-dire que chaque élément du résultat en index i inférieur à j, le résultat i est inférieur ou égal au résultat j. La syntaxe que j'emploie ici, c'est une syntaxe qui aurait pu être celle du C++ 20. Je ne sais pas ce que ça donnera pour le prochain standard. Donc si je cherche à trier 2, 1, 3 et 2, et que je récupère 1, 2, 3, est-ce que j'ai bien vérifié ma post-condition? Oui, j'ai bien vérifié ma post-condition. Celle que j'ai exprimée, du moins. Ça ne veut pas dire que la post-condition, ici, a été complète. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai perdu le fait que j'avais 2, 2. Mes éléments n'ont pas la même taille des deux côtés. Si en sortie de 1, 3, 2, 2, je retrouve 0, 1, 2, 3, ah ben là, tiens, c'est marrant, j'ai des éléments, ça ne correspond absolument pas à ce que j'avais en entrée. Par contre, j'ai bien vérifié que j'avais bien 4 éléments en entrée, 4 éléments en sortie, mais les éléments récupérés, ce ne sont pas les bons. Autre version, cette fois-ci, j'ai bien 1, 2 et 3, mais par contre, j'ai doublé les 3 au lieu de doubler les 2. Ah, j'ai les mêmes éléments, mais pas exactement les mêmes, c'est toujours pas ça. La bonne post-condition, c'est de dire, non seulement le résultat va être trié, mais il faut que ça soit exactement les mêmes éléments. Dans ce cas ici, ça va coûter aussi cher que de réaliser un tri. Grosso modo, le tri va être en haut de n log de n. La vérification que nous avons bien exactement les mêmes éléments en entrée qu'en sortie, et qu'en plus que c'est trié, ça va être notre algo en n log de n. Dans certains cas, on peut se retrouver avec des fonctions de vérification, des post-conditions, qui pourraient être plus coûteuses que la fonction qui est appelée. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'il vaut mieux utiliser les tests unitaires pour vérifier les post-conditions. Les invariants, rapidement, donc ça s'applique sur des zones, et durant l'exécution du code, on sait que dans toute cette zone, une propriété va rester vraie. Alors, parfois on parle d'invariant de boucle, mais il vaut mieux parler de variant, c'est une autre propriété. Une référence, c'est un invariant aussi, on sait qu'un pointeur ne peut jamais être nul. Ça correspond à une sorte de pointeur qui est jamais nul plutôt. On pourrait essayer de passer un pointeur nul et de dire ok, on construit une référence à partir de là, mais d'un point de vue langage, c'est officiellement un bug, c'est officiellement un comportement non défini. Donc on a une garantie de non-nullité avec les références, c'est intéressant. Je disais plutôt, une variable devrait toujours avoir l'invariant, je suis utilisable, je suis dans un état cohérent, pertinent, je peux m'en servir. Dès la construction, je n'ai pas de question à me poser. J'ai une variable, je m'en sers, c'est cool, j'avance. Et on peut avoir plein d'invariants de classe. Par exemple, on peut imaginer un nombre rationnel. Je vous ai parlé des vecteurs tout à l'heure. Sur le nombre rationnel, on peut dire que l'invariant, c'est que si je prends un numérateur et un dénominateur, leur plus grand commun diviseur, ça sera toujours 1.
Ça va être l'invariance, qui fait qu'à chaque fois que je vais manipuler des instances de mes nombres rationnels, je sais que mes nombres rationnels ont été réduits. Le truc qui est intéressant avec la programmation par contrat, pour bien comprendre comment les choses vont s'organiser. Alors ça, c'est un exemple, c'était Philippe Dunsky qui avait, lors de la relecture de son livre, où j'avais vu cet exemple très intéressant. Si je prends une fonction métier écrite par intégrateur, typiquement nous, si cette fonction dialogue avec un responsable interface utilisateur pour récupérer un nombre, et que ce nombre, je le passe ensuite à une autre fonction qui a été écrite par un expert du domaine, un super mathématicien qui me renvoie une racine carrée, bon, si la fonction métier donne un résultat qui est correct, tout va bien, je suis content. Si par contre on voit que la fonction métier renvoie un résultat qui n'est pas correct, typiquement que la fonction racine carrée a échoué, j'ai une assertion, j'ai un résultat aberrant, je récupère un auto-number, là on peut commencer à se poser des questions. Ok, mais pourquoi est-ce que racine carrée a échoué? Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le i que j'ai donné à ma racine carrée, est-ce que lui est positif? I est positif, ça correspond à la précondition de la racine carrée. Si le oui est positif, ben ça veut dire qu'il y a une erreur dans la fonction racine carrée. Le code du mathématicien n'est pas correct. Pour une précondition qui était remplie, ma postcondition n'est pas remplie par la racine carrée, ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'implémentation de la racine carrée. Si par contre, j'ai fourni un i qui était négatif, ben là, le mathématicien n'est pas responsable. Il fait ce qu'il veut avec un nombre qui n'était pas du tout attendu. Il a le droit de planter, il a le droit de retourner un not number, il fait ce qu'il veut. C'était à nous de vérifier, ok, ben, qu'est-ce qu'on a essayé d'intégrer là? On a intégré le résultat d'une fonction écrite par un responsable interface utilisateur. Est-ce que cette fonction avait pour garantie de renvoyer un nombre qui était positif? Ben, si la fonction avait pour garantie de devoir renvoyer un nombre positif, et qu'elle a renvoyé un nombre négatif, ben, ça veut dire que lui n'a pas respecté sa postcondition. Donc il y a une erreur chez la fonction écrite par responsable interface utilisateur. Si par contre, le nombre, la garantie en sortie de cette fonction n'avait jamais été de dire que le nombre devait être positif, alors c'est nous, intégrateurs, qui avons fait l'erreur d'intégrer le résultat d'une fonction qui n'a aucune garantie avec une autre fonction qui attend qu'il y ait une contrainte forte. Nous n'avons pas fait de boucle ou de rejeter le dialogue pour dire attention, le nombre que tu viens de saisir, il est négatif, je ne peux pas enchaîner. Recommence. Ou je suis désolé, on va devoir avorter, on va devoir passer à autre chose. Dans tous les cas, même si l'intégrateur, enfin même si le responsable interface utilisateur avait pour contrat de renvoyer un nombre qui était positif et renvoie un nombre qui est négatif, en général, nos clients, nos responsables, nos petits collègues, ils n'ont pas forcément le temps d'attendre que cette fonction soit corrigée. Ils vont quand même nous demander de mettre des patchs GUS pour gérer le cas où la fonction n'a pas rempli son contrat. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que les contrats, ce sont des choses qui s'enchaînent. Ce sont des choses qui s'enchaînent. J'ai une fonction en sortie, elle a une post-condition. Mais de ces post-conditions, je sais si je peux enchaîner avec une autre fonction. Parce que les contrats sont partout, qu'on le veuille ou non. Alors, j'ai parlé des contrats. Est-ce que, par hasard, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été remontées à ce moment-là? Au sujet des contrats, ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Dites-le moi si je me trompe. Donc, j'enchaîne. Des contrats, on arrive à la notion de principe de substitution de Liskov. Alors, c'est une façon revisitée d'exprimer une spécification une définition de ce que pouvait être le sous-typage qui avait été exprimé par Barbara Liskov. Fin d'année 70, je crois, un truc comme ça, ou début 80, je ne sais plus exactement. Supposons donc, j'ai deux classes, une classe mère et une classe fille. Supposons que j'ai une fonction qui prend une instance de la mère par référence, et que pour tous les x qui appartiendront à un ensemble de définitions qui va bien, qui correspond en EM, je vais appeler une fonction de la classe mère sur ces éléments x. Si cette fonction de la classe mère a là pour précondition de dire ok, ben moi je suis défini pour n'importe quel x qui appartient à cette jolie patate bleue rectangulaire, je sais que ma fonction va pouvoir s'exécuter, je n'ai aucun problème, et je peux appeler ma fonction g
avec une instance de M, et je vais parcourir tous les X de ma patate, et je vais exécuter, tout va bien. Si maintenant je décide de spécialiser cette fonction dans la classe phi, et de dire que maintenant, au niveau de la classe phi, cette fonction n'est définie que sous un sous-ensemble de EM. Je définis uniquement sur ce sous-ensemble EF. La nouvelle spécialisation de la fonction au niveau de la classe phi est définie que sur la patate rouge. Et j'appelle toujours ma magnifique fonction G qui prend une instance de la mère. Sauf que cette fois-ci, je lui passe une instance de la fille. L'instance de la fille, c'est un objet qui dérive publiquement de la mère, donc je peux lui passer cet objet F. J'ai substitué une instance de la fille là où j'attendais une instance de la mère. La syntaxe du langage m'y autorise. Et cette fois-ci, je vais quand même parcourir tous les X qui appartiennent à la patate bleue. Et là, je vois bien que pour tous les X qui appartiennent à la patate bleue, mais pas à la patate rouge, j'ai un gros problème parce que cette fonction ici, elle n'est pas définie sur ces éléments-là. Elle n'est définie que sur les éléments qui sont verts ici. Ce qui veut dire que quand je vais spécialiser une fonction, la seule chose que j'ai le droit de faire, par contre, c'est d'augmenter l'ensemble de définitions. Si au lieu de dire que l'ensemble de définitions, les préconditions de ma fonction dans la classe fille, c'était dans une sous-patate, mais au contraire dans une sur-patate, cette fois-ci, les choses vont s'exécuter correctement parce que quand je vais parcourir les éléments de ma patate bleue, vu qu'ils appartiennent aussi à la patate rouge, donc ça va s'exécuter correctement. La seule chose que nous sommes autorisés à réaliser, c'est affaiblir les préconditions lorsqu'on va spécialiser une fonction dans les classes filles. J'ai affaibli la précondition. Je n'ai pas donné une précondition qui est plus forte en disant je veux uniquement des sous-ensembles. J'affaiblis, je prends n'importe quel élément d'ensemble de départ, mais aussi je peux en prendre d'autres. Il n'y a pas de souci, j'ai le droit. Alors de la même façon, au niveau des postconditions, si j'ai une fonction h qui est définie sur l'instance de la fille et qu'à un moment donné, j'ai besoin d'être sûr que le résultat d'une fonction qui appartient à cette classe M, appartient bien à un sous-ensemble de M0, il est nécessaire, a priori, d'avoir la garantie que cette fonction f me produise un élément de résultat qui appartient bien à cette patate bleue. Si la fonction a une garantie de me renvoyer quelque chose là-dedans et que moi j'attends quelque chose qui appartienne bien là-dedans, il y a bien cohérence, je n'ai pas de souci, ça marche. Si je spécialise maintenant ma fonction au niveau de la classe fille pour dire, maintenant, je vous promets que les résultats que je vais vous renvoyer sont dans la surpatate qui est rouge, ça veut dire que là, je sais que je veux absolument un cas spécial, je veux absolument quelque chose qui appartient à cette patate bleue, et maintenant, je me retrouve avec des objets que je ne sais pas gérer. Je ne sais pas gérer les nouveaux objets. Je vais avoir un gros souci. J'ai un non-respect du contrat parce que j'ai voulu affaiblir les post-conditions. Dans mon resto qui va me livrer du cassoulet, je sais que le dosage de sel ne dépasse pas un certain nombre de grammes par kilo de cassoulet. Je suis content. Si par contre demain j'ai un nouveau cuistot qui débarque et qui me met le double ou le triple de sel, j'ai affaibli la post-condition en sortie de la production du cassoulet. J'ai quelque chose qui ne va pas aller. Par contre, si je veux absolument être sûr que je n'ai pas plus de sel qu'une certaine dose, s'il y a un nouveau cuistot qui en met encore moins, potentiellement, moi ça me va. J'ai le droit de renforcer ma post-condition en sortie de la fonction. Je ne peux que renforcer les post-conditions. Ça paraît assez abstrait comme ça quand on fait des patates, surtout en se disant comment est-ce que je vais l'appliquer derrière. Du coup, on arrive en fait à une formulation alternative orientée contrat du principe de substitution de Liskov, qui est de dire que les préconditions dans les classes dérivées, je ne peux que les affaiblir. Les post-conditions, je peux les renforcer. Et par contre, on peut ajouter des invariants, mais on ne peut pas en enlever. Dit comme ça, ça a l'air assez compliqué. Quand on fait des patates, on comprend bien au niveau de la patate. Par contre, quand on passe au code, des fois, l'étape d'après devient pas forcément triviale. Si vous vous souvenez des règles qu'on a dû vous apprendre pour dire j'ai le droit d'hériter, en général, on avait tendance à se contenter de étant. Si je suis capable de dire étant,
ma voiture est un véhicule, en général, ça me suffisait parce qu'on utilisait, je dirais, un terme français qui était relativement flou. Mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que, par rapport à ce que je suis en train de faire, est-ce que je peux substituer une voiture à n'importe quel objet qui est en fait qui est un véhicule? Est-ce que je peux utiliser une voiture à la place de n'importe quel autre véhicule? Est-ce que je suis capable de substituer? C'est véritablement ça le truc qui nous intéresse, pour ça qu'on parle du principe de substitution de Liskov. La substituabilité, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement l'aspect syntaxique, parce qu'à partir du moment où j'ai une fonction qui attend une référence sur une classe mère, syntaxiquement, je peux lui passer n'importe quel objet, n'importe quelle instance des classes filles, mais ça ne veut pas dire que les choses vont bien se passer derrière. Il y a des grands classiques sur le sujet. Alors dans la littérature anglo-saxonne, en général, on va retrouver ça avec des cercles et des ellipses, mais c'est la même chose avec des rectangles et des carrés. Si je définis un rectangle avec deux propriétés que John Lacoste appellerait saillantes, c'est-à-dire des propriétés publiques, qui sont la largeur et la longueur, et une autre propriété qui est l'air, bah, je peux définir, ok, bah, mon air c'est le produit largeur et longueur, et je peux avoir une fonction qui me double ma largeur. Si derrière j'ai une fonction qui, à partir d'un rectangle, à un moment donné, ok, là j'ai vraiment besoin, par rapport au calcul qui arrive derrière, que mon air soit supérieur à 24, que mon rectangle, que mon air soit inférieur ou égal à 24, je suis désolé, je me suis planté dans les slides. Si ce n'est pas le cas, je vais lancer une exception, sinon je vais calculer un certain nombre, peu importe. Je double ma largeur, et je vais enchaîner un calcul, 42 moins mon air. Bon là, techniquement, il y a quand même un contrat. On n'a pas écrit dans le code, mais en vrai, il y a un contrat. On pourrait dire que pour que ceci marche, il est important que l'air soit strictement inférieur à 42. Déjà, inférieur ou égal à 42 à cause de la racine carrée, strictement parce qu'on ne peut pas avoir un 0, parce qu'une division par 0, ça ne va pas aller. Pour que ceci soit vrai, bah, ça veut dire qu'on va retomber en fait sur un contrat de la fonction qui est double largeur, qui dit, bon, bah, très bien, en post-condition, on va dire que ma nouvelle R, c'est 2 fois l'ancienne R. C'est une propriété qui, a priori, est tout ce qui est de plus normal chez un rectangle. Maintenant arrivent les problèmes. Si je commence à spécialiser mon rectangle en disant, bah, en fait, il y a des carrés. Le carré, alors ça c'est une syntaxe qui n'existe pas, ça n'a pas été retenu dans les évolutions du langage, mais supposons qu'on soit capable de spécifier, mon carré doit avoir absolument un invariant qui me dit la largeur doit toujours être égale à la longueur. Cette fois-ci, je reprends ma fonction de double largeur, je n'ai le droit que de relaxer les post-conditions. Je peux pas avoir quelque chose. Enfin, ma post-condition, je peux pas. Je vais pas la faire disparaître comme ça. Je vais toujours avoir mon truc à ce niveau-là. Ce qui veut dire que j'ai hérité de la post-condition qui me disait que la nouvelle R, c'est 2 fois l'ancienne. Mais là, on commence à avoir un souci. On commence à avoir un souci parce qu'on va avoir des contrats qui sont incompatibles. Que si je commence à passer à cette fonction f qui attend un rectangle, un carré, que je double la largeur. Si je veux respecter le contrat que largeur est égale à longueur, ça veut dire que je dois doubler la longueur. Et ça veut dire que maintenant l'air n'a pas été multiplié par 2, mais a été multiplié par 4. Or, ça ne serait pas compatible avec le contrat qui est ici, qui dit que l'air doit être obligatoirement multiplié par 2. Si on multiplie par 4 à ce niveau-là, ça ne va pas s'enchaîner parce que le nombre que je récupère va être plus grand que le 42, potentiellement. Et donc potentiellement, je vais avoir un plantage. Donc, quel contrat est-ce que je dois respecter? Est-ce que c'est la post-condition de doubler largeur? Est-ce que c'est l'invariant des carrés? Mais en fait, il n'y a pas de solution. Un carré qui n'est pas modifiable, enfin un carré qui est modifiable, techniquement, ce n'est pas un rectangle qui est modifiable. À l'école, au primaire, voire avant, on apprend peut-être, non, primaire, on apprend qu'un carré, c'est un cas particulier de rectangle, oui, mais au primaire, un carré et un rectangle, ce ne sont pas des objets informatiques qui peuvent être altérés. Et donc effectivement, dans ces cas-là, on peut dire qu'un carré, c'est bien un rectangle. Mais par contre, d'un point de vue informatique, si on commence à permettre la modification de ces éléments, mais techniquement, on peut avoir des ruptures de contrat parce qu'on a deux façons de l'utiliser. Un cas, on va doubler des largeurs. Un autre cas où on veut toujours maintenir ces invariants et ces façons d'utilisation ne sont pas compatibles entre elles. Ce qui fait que si je veux définir un carré à partir d'un rectangle, peut-être au mieux par composition, héritage privé, mais bon, c'est pas forcément peut-être que c'est plus intéressant d'avoir deux formes qui sont totalement indépendantes. Autre contrevenant relativement classique au principe de substitution de Liskov, un peu plus informatique. Si j'ai une classe list, ma classe list a un certain nombre de services saillants ou publics
une taille qui permet de savoir combien d'éléments j'ai à l'intérieur de ma liste, un accesseur qui permet de récupérer le dernier élément de ma liste si ma liste n'est pas vide, et une fonction d'insertion à la fin qui me garantit que ma taille est augmentée de 1 et que mon dernier élément correspond à celui que je viens d'insérer. Parce que là, rien de bien compliqué. J'ai une fonction derrière d'utilisation, j'insère 42. Pour des raisons qui me sont propres, je veux être sûr que le dernier élément c'est bien 42 parce que comme ça, c'est comme ça, j'en ai besoin. Parce que ici, j'enchaîne peut-être un traitement qui n'a pas été mis, que je vais manipuler le dernier élément. Et il faut vraiment que le dernier élément soit le dernier que je viens d'insérer et pas un autre. Ma fonction, je l'appelle avec une liste, 1, 4, 2. Je récupère, pardon, on serait 1, 2, 4, 42. Tout va bien, je suis content. Si maintenant je rajoute une classe qui dérive de la liste, je dis que cette classe est une liste triée. La liste triée va hériter d'un invariant qui est de dire que tous mes éléments sont triés par ordre croissant. Si j'appelle ma fonction sur une liste triée qui est 1, 4, 2, je vais récupérer 1, 2, 4, 42. Je suis content, j'ai bien vérifié ma post-condition. Si par contre je pars de la liste triée qui était 100, 4 et 2, soit je décide de bien respecter la post-condition de la fonction pushback et de dire j'ajoute le dernier élément à la fin. Ça veut dire que je récupère 1, 2, 4, 100 à 42 et là, je ne suis plus compatible avec l'invariant de ma liste. Ou l'autre possibilité, c'est de dire en fait, l'élément, je retourne bien une liste triée. Mais si je retourne une liste triée, mon 42, c'est plus le dernier élément. Et j'ai une rupture de la post-condition qui était absolument attendue par cette fonction parce que elle savait que c'était normal d'attendre ça. Je ne suis pas capable d'avoir, par héritage public, par spécialisation, de définir une liste triée qui me vérifie toujours les invariants de la liste. Pour sortir, je suis obligé de dire que ma liste triée a été définie par composition à partir d'une liste, ou éventuellement en C++, on peut faire par héritage privé. C'est un héritage qui ne fait que importer du code sans permettre une substituabilité syntaxique. Et du coup, va nous corriger ces problèmes-là. On en arrive j'ai pris pas mal de temps, désolé. On arrive en fait un petit peu sur le point où je voulais vous amener. Supposons que j'ai une relation d'équivalence. Prenons l'égalité. L'égalité, d'un point de vue mathématique, c'est une relation qui est dite relation d'équivalence. Elle doit avoir trois propriétés: réflexivité, un élément doit être égal à lui-même; symétrique, si x est égal à y, ça veut dire que y est égal à x; elle doit être transitive, si x égale y et y égale à z, cela implique que x est égal à z. Ce sont des propriétés de l'égalité. Une égalité qui ne respecte pas ça est une égalité qui va certainement être, thèse égalité qui va être buggée. Si maintenant je prends un point et un point coloré, que je décide que mon point coloré, en fait, c'est une spécialisation du point, et je rajoute juste un champ. A priori, ma foi, je pense qu'on ne connaît pas beaucoup de cours qui ne prennent pas cet exemple. Éventuellement, on va rajouter également une fonction qui permet de comparer des points, parce que les points, ce sont quand même des valeurs, donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas les comparer. Substituabilité syntaxique oblige, c'est-à-dire que à partir du moment où je peux passer un point coloré là où je reçois un point, ça veut dire que je dois être capable de passer les autres, les uns comme des autres, à des fonctions qui attendent des points, par référence constante. Et potentiellement, ça veut dire que derrière, je dois pouvoir les comparer, sans me poser plus de questions. Parce que la substituabilité syntaxique me le permet, donc ça veut dire que techniquement, je suis obligé de supporter une comparaison des deux. Refuser la comparaison, dans l'esprit, c'est refuser le principe de substitution de Liskov. J'ai retiré une fonction, c'est casser ce principe. Et donc potentiellement ouvrir la porte à des erreurs inattendues. Alors toutes ces problématiques de points colorés et ainsi de suite, en fait, ça fait l'objet d'énormément de publications dans le monde Java il y a déjà une vingtaine d'années. On retrouve dans un chapitre entier du livre de Joshua Bloch, qui est Effective Java. Angelica Langer et Klaus Kreft ont également publié 2 articles très complets sur le sujet. Et en fait, on a beaucoup de problèmes en fait.
qui vont tourner autour de la problématique en Java, c'est que quand on écrit la fonction d'égalité, ce n'est pas comme en C++, on va avoir une fonction libre qui va prendre deux types potentiellement indépendants, ou en tout cas qui vont être déjà relativement spécialisés. Bon, C++, tout type dérive de object, ça veut dire que tout test d'égalité, il faut qu'on fasse attention que ça dérive bien d'object, et là on va commencer à faire des tests. Est-ce que mon objet est une instance de ma classe? Est-ce que c'est une instance d'un type qui dérive de ma classe? Est-ce que je m'arrête uniquement à faire un test et une instance 2, ou est-ce qu'il faut que ce soit exactement ma classe et pas une autre classe? Donc on a pas mal de problématiques en Java qui vont être compliquées pour définir correctement la symétrie. En C++, on n'a pas ces problématiques-là. Toujours est-il que ceci, il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le principe de substitution n'a pas de sens en Java. Je ne discuterai pas là de ça. Donc soyons fous. Supposons un multiméthode. Alors c'est quoi le multiméthode? Ou le double dispatch? Le polymorphisme tel qu'on le pratique dans nos langages mainstream, c'est de dire, ok, ben en fait, la fonction qui est véritablement appelée, elle est choisie en fonction du type exact de l'objet sur lequel elle est appelée. Le multiméthode, c'est-à-dire que le polymorphisme ne va pas être résolu à partir uniquement d'une seule instance, mais à partir de deux instances. Si je veux faire des intersections dans un jeu pour dire est-ce que mon missile va s'écraser sur un autre vaisseau spatial ou est-ce qu'il va s'écraser sur un astéroïde? Est-ce qu'il y a une collision de deux astéroïdes ou une collision d'un astéroïde avec un vaisseau ou deux collisions de vaisseaux? J'ai besoin d'avoir quelque part un polymorphisme qui va s'adapter au type de tous mes éléments pour savoir quelle est la bonne fonction qui doit être appelée. Supposons que nous ayons ça. Techniquement, le langage ne le permet pas en standard, mais il existe diverses feintes à base de visitation ou de tests un peu plus compliqués. Il y a Andrei Alexandrescu qui adresse un chapitre entier de son livre Modern C++ Design qui est dédié à cette question. Bref, supposons que je sois capable d'avoir la bonne fonction qui sera appelée lorsque je compare un point avec un point coloré, ou un point avec un point, ou un point coloré avec un point coloré, quel que soit le type statique et le type dynamique exact de mon objet. C'est-à-dire que j'aurai toujours la bonne fonction d'égalité qui soit appelée. Supposons que j'ai ça, histoire de se simplifier la vie. Donc, ASP oblige, ça veut dire que je dois être capable de comparer les objets dynamiques qui vont être dynamiquement, je vais avoir un point et un point coloré, je suis capable de les comparer. En général, si je compare un point de valeur en 2 avec un point coloré de 1 de rouge, il n'y a pas de raison pour que ces choses ne soient pas égales. Ça me paraît intuitivement normal de se dire qu'ils soient égaux. Donc ça veut dire aussi que 1 2 est égal à 1 2 vert. Ah ouais, mais là, la transitivité, qu'est-ce qu'elle nous dit? La transitivité nous dit que si A est égal à B et que B est égal à C, bah, ça veut dire que A est égal à C. Donc ça voudrait dire que le point coloré 1 de rouge devrait être égal au point coloré 1 de vert. Et là, on commence à avoir des soucis. On commence à avoir des soucis parce que vu qu'on veut permettre de substituer des points colorés là où j'en attendais des points, bah, ça veut dire que techniquement, je peux me retrouver dans un problème où la transitivité va être violée. Et donc, j'ai un problème à remplir à la fois et le contrat de l'égalité, qui est symétrie, réflexivité et transitivité, et le principe de substitution Liskov, là où qui me dit que je peux passer une instance fille là où j'attends une instance parente sans rupture d'aucun contrat. Alors, c'est problématique dans un de ces articles, un de leurs articles, pardon, dans J.K. Langer et Klaus Kreft. Grosso modo, dans le monde Java, ils ont deux problématiques. Soit on va utiliser instance of, soit on va utiliser getClass pour déterminer comment on va réaliser le dispatch. Et en fonction de là, bah, soit on va se retrouver à violer la transitivité, soit on va se retrouver à violer la substituabilité, c'est-à-dire qu'on ne soit plus capable de comparer des objets enfants avec des objets parents. Ça, je dirais, c'est un peu la problématique qui a été identifiée. C'est la problématique qui est discutée également dans le livre de Joshua Bloch, Effective Java. Donc au choix, on peut laisser tomber la transitivité. On peut aussi laisser tomber les comparaisons dans une hiérarchie. C'est-à-dire ces problématiques du LSP. Ça peut être un peu bizarre. Parce que si j'ai une fonction qui prend des points qui potentiellement sont colorés et que je suis plus capable de les traiter de manière uniforme avec les autres points, je peux avoir des comportements qui sont très très étranges et des bugs assez compliqués à régler. Compliqués à régler pourquoi? Parce que le problème il est conceptuel. Une autre possibilité, c'est de dire qu'on introduit une sorte de valeur par défaut pour les champs manquants.
Par exemple, on pourrait dire j'ai une couleur 0. Est-ce que ça a du sens d'avoir une couleur 0 et de se dire qu'un point qui n'a pas de couleur a cette couleur 0? Et du coup, on compare la couleur 0 avec rouge, noir, bleu, et ainsi de suite. On peut supposer sur des points 3D qu'on a un Z qui est toujours nul. Mais alors, d'un point de vue mathématique, comme je dis, est-ce que ça a vraiment du sens? Alors, je ne sais pas si vous allez voir ma petite démo parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. Si je prends un référentiel orthonormé qui est dans l'espace, ça ne veut pas dire que mon plan va s'aligner avec les X. Mon plan peut être n'importe où, peut-être n'importe comment. Ça veut dire que un point qui est exprimé en XY dans mon plan, ça ne veut pas dire qu'il se retrouve exactement en XY dans mon repère orthonormé en 3D. Et dire que c'est juste un point 3D, c'est juste un point 2D auquel on a rajouté un Z, c'est un raccourci mathématique pour le moins cavalier. Et alors ça, moi, c'est une question parce que au départ, il y a encore 2 semaines, je m'ai été arrêté à la question qu'on ne peut pas avoir LSP et transitivité respectées en même temps. Et en creusant, je suis tombé donc sur cette version qui consiste à dire, ok, ben on va prendre des valeurs par défaut pour permettre de respecter d'une certaine façon le LSP. Est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit du LSP ou pas dans ce cas-là? Je ne suis pas capable de le dire, j'ai pas eu le temps, je dirais, de creuser la question. Si certains parmi vous ont la réponse, je suis preneur. La solution typique qui est proposée en général, c'est de dire, ok, bon, on ne va pas permettre la substituabilité syntaxique dans ces cas d'objet-valeur pour importer du code. Si je veux importer du code, j'utilise la composition, c'est la réponse des langages type Java. Réponse du C++, on peut dire, j'ai aussi le droit à l'héritage privé, c'est un héritage qui ne permet pas une substituabilité syntaxique. Je ne peux pas passer à une instance d'une classe fille par héritage privé, là où j'attends une instance de la classe parente. Je n'ai pas de substituabilité syntaxique possible, donc c'est nickel à ce niveau-là. La réponse que semble avoir John Nackos dans son talk semble dire que tout simplement on va utiliser des fonctions dédiées pour comparer des objets de types différents. Il n'a pas creusé la question, est-ce que ces objets de types différents appartiennent à une même hiérarchie ou pas? Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être, dans tous les cas, c'est quand même mieux d'avoir des fonctions dédiées pour comparer des objets de types différents. Et si en plus ces objets de types différents ne pouvaient pas être liés par héritage public, c'est certainement et probablement mieux. Donc on en revient, je dirais, en conclusion, j'allais dire que ça n'a pas vraiment de sens d'essayer de parler de choses qui n'ont pas forcément d'essayer de mélanger des éléments qui n'ont pas le même type. Ça n'a pas forcément de sens d'essayer de trouver des points communs, de comparer les valeurs dans ces cas-là. Ce sont des objets qui n'ont pas le même type. Assumant le fait qu'ils n'aient pas le même type, ne cherchons pas à leur donner une sémantique de valeur, mais pas au sens donc à terminologie, je dirais, moderne de la sémantique de valeur, qui est de dire je suis manipulable comme une valeur, mais sémantique de valeur au sens où je suis porteur d'une valeur et ces valeurs que je porte, je suis capable de les comparer. Alors il y a plein de sujets que je n'ai pas traités, il y a plein d'outils liés à la programmation par contrat, on pourrait encore y passer 1 heure ou 2 sur la question de l'approche semi-antagoniste qui est la programmation par contrat que je qualifierais d'offensive avec assertion. On a une programmation qui est excessivement défensive, c'est encore un sujet en soi, on pourrait en parler pendant des heures. D'un point de vue enseignement, je pense qu'il y a une question qui est assez intéressante qu'on pourrait se poser, c'est quelle est l'idée pédagogique d'exemples qui sont simples, ici de factorisation de données, mais qui ont un design incorrect. Je prends un point coloré et je dis je dérive un point coloré à partir d'un point, je montre ça dans mes bouquins d'enseignement du C++, du Java, du C# ou n'importe quoi, est-ce que c'est bien? Je ne suis pas persuadé. Je n'ai pas traité correctement la substituabilité syntaxique, même si je l'ai un peu survolé. Je n'ai pas parlé des polymorphic values, parce que les polymorphic values, en fait, c'est un moyen, à partir d'une hiérarchie polymorphe, de la manipuler par valeur, mais au sens manipuler comme une valeur. Ce ne sont pas des objets qui sont réguliers, parce qu'ils ne sont pas comparables, ils sont juste semi-réguliers. Donc c'est un truc un petit peu entre les deux. Il y a plein de sujets aussi qu'on pourrait traiter, d'une sorte de pseudo-slicing, où je prends un objet enfant, que je le vois comme un parent et après je le repasse à une fonction qui attend un objet enfant, on peut se retrouver à des conversions qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas fait des réceptions par valeur à divers moments. Donc voilà ce dont je voulais vous parler ce soir. Et je vous écoute si vous aviez maintenant des questions. Espérons que les choses aient été claires.
Alors ça, j'ai mal compris, mais tu ne considères pas que les concepts en C++ représentent une forme de contrat? Je n'ai pas du tout abordé la question. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a des auteurs qui considèrent que les concepts sont des formes de contrat. Maintenant, c'est pas la même façon d'aborder le contrat que les contrats classiques, parce qu'en fait, le contrat, on le déplace dans le type, et si le type n'est plus compatible avec des strong types ou type opaque, suivant le vocabulaire qui est pris, on va voir des choses qui sont dites incompatibles. Au niveau de la compilation, les trucs ne seront pas résolus. C'est une forme d'exploitation des contrats. Si on est capable de transférer notre propriété sur le type, on a une forme de contrat. Typiquement, ça me fait penser à la bibliothèque GSL pour Guideline Software Library. En fait, c'est une bibliothèque d'accompagnement des C++ Core Guidelines. Cette bibliothèque a un type qui est, alors je ne sais plus si c'est note nulle ou non nulle dedans, mais grosso modo, c'est une surcouche au pointeur qui, par construction, ne peut jamais être nulle. Bah, c'est une sorte de concept d'une certaine façon, parce que quelque part, ça veut dire que nous avons un concept de pointeur qui ne peut jamais être nul. Et à partir du moment où on commence à manipuler ce pointeur qui est jamais nul, on a la garantie à tout jamais que ce pointeur n'est jamais nul. Après, comme je disais aussi les contrats, quand je dis que je prends un double, ben ce double, déjà, je modélise le fait que j'ai un nombre qui est un nombre réel à double précision. Je ne sais pas si je réponds trop à la question ou pas. Bon après, dans les autres channels, il y a pas particulièrement de questions a priori. Il y avait un grand débat sur le fait que, est-ce que demander une chocolatine était ou non une rupture du contrat de ton exemple de boulanger? Je te laisse si tu as une Alors opinion. oui, j'ai voulu esquiver la question parce que étant dans le sud-ouest, donc déjà de base, demander un pain au chocolat, on risque de se retrouver avec un pain, et pas forcément une baguette, et du chocolat. Donc voilà, je n'ai pas voulu traiter de la question. Voilà, un débat sur le fait que tu appelles des patates, des rectangles. Oui, Donc tout à il y a des fait. débats sur le donc voilà, c'est du Oui, très, très haut niveau. oui, oui. Heu et des questions su des débats sur ton exemple du carré et du rectangle. Mais a priori, pas de questions. D'accord. Bon, ben, j'espère que du coup Et ça a été Guillaume dit oui. que ça lui allait tout à fait ta réponse. OK, super. Écoutez, Bon, ben, bah, donc merci à toi Luc. ben, merci à vous de m'avoir écouté en espérant que ça soit intéressant, que je vais pas raconter trop de bêtises et voilà.